Salut à tous et bienvenue sur Parallèle Archive. Si t'es nouveau ici, je suis Khadija, je suis enchantée de te rencontrer et j'ai hâte de te parler de design sous toutes ses formes. Aujourd'hui, on va parler d'un design assez particulier et très répandu sur les réseaux sociaux notamment. Critiqué, détesté, adulé, parfois même incomprise. Aujourd'hui, on va parler de la tabi, cette chaussure avec une fente sur l'avant du pied qui a été notamment popularisée par la maison de luxe Maison Margiela, fait aujourd'hui des échos dans le monde de la mode et au-delà. Et donc je vais vous parler dans cette vidéo de l'origine de ces chaussures, de l'impact qu'elles ont eu dans le monde de la mode et de leur diffusion contemporaine, notamment sur les réseaux sociaux. Alors comme d'habitude, installe-toi avec ton thé et c'est parti. Dans un premier temps, on va faire un bond au 15e siècle au Japon pour comprendre l'origine de ces tabis. Alors à l'origine, les tabis, c'est pas des chaussures, c'est des chaussettes qui sont nées donc au Japon au 15e siècle et qui sont dotées d'une fente sur l'avant qui sépare le grand orteil du reste du pied. Ces chaussettes, elles ont été inventées dans le but de favoriser l'équilibre du pied grâce au fait justement que le gros orteil soit séparé du reste du pied. Ça permet en fait d'avoir plus de place sur l'avant de la chaussette et donc d'avoir un meilleur équilibre, une meilleure accroche au sol lorsqu'on se déplace. Les chaussettes et les chaussures qu'on connaît aujourd'hui, elles ont un bout qui est à l'avant beaucoup plus étroit pour pouvoir faire une jolie forme de pied. Là, la partie esthétique de la tabi en tant que telle, elle n'est pas spécialement exploitée puisque c'est vraiment une chaussette qui est censée être confortable et saine pour la posture physique, physiologique du pied. Et donc cette posture saine, elle permet par extension, d'avoir un équilibre de vie sain et par conséquent, ça traduit d'une certaine richesse, d'une certaine classe sociale d'avoir ces chaussettes tabi au 15e siècle au Japon. Alors bien évidemment, elles sont très confortables, saines, elles permettent l'équilibre et c'est également des chaussettes qui sont très pratiques puisque elles permettent d'enfiler les chaussures de l'époque qu'on appelle les gita, qui sont en fait des sortes de tongs avec une semelle en bois et donc ces guitas peuvent être portées avec les chaussettes tabi pour plus de confort et surtout plus de pudeur puisqu'à l'époque le pied n'était pas dévoilé à l'extérieur. Alors bien évidemment au début la chaussette tabi c'est une chaussette qui est réservée à une certaine classe sociale puisque c'est une chaussette qui est faite en coton et le coton c'est pas une matière qui est accessible à tout le monde au 15e siècle mais ensuite ça va très largement être démocratisé, être désacralisé puisque on va avoir le commerce chinois qui va prendre de l'ampleur et donc il y aura une diffusion de matériaux qui sera faite de manière plus aisée et la tabi va commencer à entrer dans tous les foyers. Alors je vous l'ai dit, la chaussette tabi elle est censée être portée à l'intérieur, hein. C'est une chaussette pour le confort à l'intérieur, on peut bien évidemment porter ses guitas avec, mais ça reste une chaussette avec laquelle on ne sort pas dehors. C'est quand même un concept qui a conquis grandement le Japon et l'Asie du Sud-Est et donc de par leur confort et leur maintien et toute la partie spirituelle et saine qui est rattachée au port de ces chaussettes, on va avoir en 1900, donc au tout début du XXe siècle, les frères Tokujiro et Shojiro Ishibashi qui vont affubler ces chaussettes tabi d'une semelle en caoutchouc inspiré du pneu qui commence à largement se diffuser à cette époque-là. Et c'est d'ailleurs les deux fondateurs de la société de pneus Bridgestone qui vont justement développer cette tabi qu'on appellera maintenant Jika tabi puisque elle permet d'être portée dehors comme une chaussure. La Jika tabi est à partir de ce moment-là largement diffusée et commercialisée sous plusieurs formes, avec plusieurs matières, plus ou moins résistante et elle permet donc d'être diffusée dans les cercles professionnels, notamment auprès des agriculteurs et des ouvriers japonais. Ayant une ampleur assez importante au niveau de la culture japonaise et d'Asie du Sud-Est, cette Jika tabi va notamment monter en popularité au niveau de l'Occident lorsque les soldats japonais pendant la Seconde Guerre mondiale vont justement porter des Jika tabi, ce qui ne sera pas forcément une très bonne idée puisque les empreintes de ces chaussures sont facilement reconnaissables sur le terrain. Aujourd'hui, quand on pense à ces chaussures qui sont fendues sur l'avant, on pense directement aux chaussures qui peuvent être vendues dans le cadre d'arts martiaux,
ou alors de chaussures qui sont utilisées notamment par les randonneurs et les escaladeurs, donc les chaussures nu-pieds qui sont vendues dans les magasins de sport. Comment la tabi est arrivée sur les podiums, dans les Fashion Week, est entrée dans ce monde de la mode qui est très sélectif et qui est, je ne dirais pas trop conservateur, mais assez classique, en tout cas des années 20 aux années 40, et qui connaît un revers de médaille à partir des années 70-80, notamment avec l'apparition de nouveaux créateurs qui vont réinventer cette mode et déconstruire toute cette idée de la mode, toute cette image de la mode en apportant vraiment une réelle fibre artistique et parfois même revendicatrice, comme par exemple au Japon Issey Miyake, Rei Kawakubo, ou encore en France Jean-Paul Gaultier ou Thierry Mugler qui ont très largement diffusé cette rébellion des formes dans la mode. Au milieu de ce beau monde, on retrouve un créateur émergent, un très jeune créateur émergent qui s'appelle Martin Margiela. Martin Margiela, il est né en 1957, on ne sait pas beaucoup de choses sur sa vie parce que c'est une figure qui reste aujourd'hui encore très mystérieuse et qui fait très peu d'apparitions publiques, qui laisse en fait tout simplement ses défilés parler pour lui, ses créations parler pour lui, avec notamment dans sa promotion d'autres créateurs de mode émergents comme Dries Van Noten, mais lui, il va dans un premier temps intégrer l'atelier de Jean-Paul Gaultier en tant qu'assistant, donc il va l'épauler sur les défilés, l'aider dans la création et dans la direction artistique de ses projets, avant de lancer à partir de 1988 sa propre maison de mode qu'il va nommer Maison Margiela. Et là, ça va être un grand boom dans le monde de la mode, même si on est au sein déjà d'une période de renouvellement des formes. Entre expérimentation artistique, œuvres d'art, vêtements, ces créations sont souvent désignées, qualifiées comme faisant partie du mouvement déconstructiviste, qui est un mouvement en général associé à l'architecture et pas à la mode, dont fait notamment partie l'architecte Dame Zaha Hadid, qui prône en fait un éclatement des formes et une déconstruction, une reconstruction de bases déjà implémentées dans l'imaginaire collectif. Donc Martin Margiela, il n'a pas inventé la tabi bien évidemment, mais il va déconstruire cette chaussure d'ouvrier, d'agriculteur qui était anciennement une chaussette destinée à la noblesse pour la faire arriver sur les podiums. Et donc lui, ce qui l'intéresse, c'est cette forme assez primitive, puisqu'en fait on a vraiment l'impression que c'est une empreinte de pied, cette chaussure, qui est simplement fendue sur l'avant. Et il va donc lui ajouter un talon pour faire une botte tabi. Cette chaussure arrive donc sur les défilés de la Fashion Week lors de son tout premier défilé pour Maison Margiela en 1988 à Paris. La chaussure est présentée en fait portée au pied des mannequins et pour qu'on remarque ce qu'elle porte au pied, il va faire un coup de génie, c'est-à-dire qu'il va peindre en fait les semelles de ces chaussures là et faire marcher ces mannequins sur le podium sur un drap blanc. Donc en fait quand elles vont marcher, ça va laisser les empreintes justement de ces chaussures assez énigmatiques, assez nouvelle pour le regard du public parisien à cette époque-là, et justement ça va attirer l'attention et faire un coup de pub génial. Il va notamment réutiliser en 94 ces draps sur lesquels les mannequins ont marché lors de son premier défilé et ont laissé des empreintes de tabi pour recréer, upcycler des vêtements pour son défilé automne-hiver, et il va également utiliser ces empreintes comme une des premières publicités pour justement la tabi Margiela. Il propulse donc, grâce à ce coup de com' génial et à cette réinvention, la tabi, et notamment ici une Jika tabi sous forme de bottines à talons, au rang d'icône des dressing fashion, et ça devient donc un must-have. Depuis sa première apparition sur le podium en 88, la tabi est donc directement associée à la maison Margiela qui l'a popularisée en Occident sur les podiums de mode, et elle se décline aujourd'hui sous plusieurs formes au sein de la maison Margiela, notamment en ballerine, en bottine, en Mary Jane et ainsi de suite. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Margiela a également, il y a quelques années, lancé une collaboration avec la marque de streetwear Reebok, avec laquelle ils ont collaboré sur le modèle emblématique de la maison. Ils ont créé une basket tabi. Mais la juxtaposition de la forme de la tabi sur une chaussure de sport, ça c'est pas nouveau en revanche, ça n'a pas été lancé par Margiela en premier, ça a été lancé par Nike en premier dans les années 90. En dehors des podiums de mode, mais toujours grâce au coup de génie de Martin Margiela, d'autres marques décident de s'inspirer justement de la forme de cette chaussure tabi et de la diffuser à leur manière en s'en inspirant plus ou moins. Un des premiers à avoir fait ça après la maison Margiela, ça va être Nike, en 1996, qui va lancer la Air Rift,
qui est conçue comme une chaussure de course à pied pour qu'on ait une sensation d'avoir le pied nu lorsqu'on court. Donc légèreté, confort, équilibre et un aspect très sain sur la posture du pied qui est aussi important notamment dans le domaine du sport ici. Bon, pour être honnête, Nike ils vont pas citer la Tabi directement comme inspiration principale puisqu'ils donnent le nom de la chaussure Air Rift en hommage à la vallée du Rift qui traverse le Kenya. Donc là on est en Afrique, plus du tout en Asie du Sud-Est. Et d'ailleurs le premier coloris dans lequel la Nike Air Rift est sortie rend hommage au drapeau kényan. Ça n'a pas été un succès commercial directement, mais en 2020 on a un regain de popularité de la Tabi Margiela sur les réseaux sociaux puisque c'est vrai qu'elle a fait un grand boom dans le monde de la mode, mais ça reste quand même une chaussure qui est connue des amateurs de mode. Donc des personnes qui suivent les défilés, qui travaillent peut-être même dans ce secteur, mais elle reste quand même une chaussure assez étrange et énigmatique pour un œil qui n'est pas averti. En 2020, on a cette pandémie, on a beaucoup de gens qui se lancent sur les réseaux sociaux, qui diffusent sur les réseaux sociaux et on a un deuxième boom de la Tabi Margiela qui opère ici et c'est une chaussure qui se démocratise encore plus et qui entre dans les dressings de personnes qui n'étaient pas promptes ou férues en fait des podiums de mode et qui s'intéressent de plus en plus à cette forme de chaussure pour sa praticité mais également pour son élégance puisqu'elle représente également cela. Et donc en 2020, Nike décide à nouveau de retenter le coup avec une chaussure fendue sur l'avant, toujours en ne citant pas la Tabi originale, mais c'est le même concept, en lançant la collection ISPA, qui est une collection qui est censée être urbaine et sportive, et donc on a à nouveau une sneakers qui est fendue sur l'avant et qui permet un meilleur maintien du pied, tout en conservant une forme assez classique de la chaussure de sport pour un usage quotidien. En 2006, en revanche, on a bien une marque de sneakers ici japonaise, qui va reprendre cette forme traditionnelle de la Tabi, ça va être la maison ASICS. Alors ASICS, ils vont développer avec la JAXA, qui est l'agence japonaise d'exploration aérospatiale, ils vont développer en fait une chaussure pour l'astronaute Takao Doi, qui va aller faire une mission dans l'espace en 2007. Et donc ça va être le designer qui travaille au sein de la maison ASICS, Takehiro Tagawa, qui va prendre en charge ce projet et donc reprendre cette forme traditionnelle de la chaussure fendue, puisqu'en fait il va avoir des échos d'un astronaute russe qui se plaint en fait des douleurs aux pieds lorsqu'ils sont dans l'espace, qu'ils portent des chaussures classiques, et donc il va créer cette sorte de chaussure seconde peau qui est en fait le principe originel de la Tabi, de la JK Tabi, qui est une sorte de sac à pied, puisque c'est ce que ça signifie Tabi, et qui enveloppe le pied, ne compresse pas l'avant du pied, l'avant de la silhouette du pied, et a une semelle très fine en caoutchouc qui permet une grande souplesse, un équilibre et surtout un confort inégalable. Ces Space Shoes, chaussures de l'espace, ont donc été conçues pour que les astronautes puissent se déplacer tranquillement au sein de la station lorsqu'ils n'ont pas leur combinaison spatiale sur eux. La Tabi est donc devenue ces dernières décennies une icône de la mode et un statut sur les réseaux sociaux, avec cet éventail de marques qui ont adopté ce design au cours des dernières décennies. Elle représente aujourd'hui une force prédominante dans le secteur de la mode et dans le secteur des médias sociaux. Malgré sa popularité, elle est toujours au cœur de débats pour son esthétique assez particulier. Moi je pense que l'on aime ou non l'esthétique des Tabi, on ne peut pas nier le confort, l'histoire et surtout l'originalité de ces chaussures qui ne cessent de se réinventer au fil des années. Et on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'étais très contente de vous parler justement de l'histoire de cette chaussure qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux ces derniers temps et que vous avez déjà peut-être croisé au fil de vos recherches. Si vous avez des pièces comme ça qui ont attirer votre attention, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'en faire part, comme ça je pourrais vous en parler en vidéo. Et si ce type de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir voir plus de vidéos en rapport avec le design. En attendant ma prochaine vidéo, on se donne rendez-vous sur mes autres plateformes, notamment Instagram et TikTok que je vais vous laisser dans la barre de description. Et je vous dis à samedi prochain sur Parallèle Archive.